Salut tout le monde, c'est Iso. Aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter l'épisode numéro 2 de notre aventure sur l'histoire de l'univers de Fate. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à l'histoire de Fate Zero. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous avertir qu'il y aurait du spoil comme d'habitude. Je commencerai d'ailleurs cette vidéo en plusieurs étapes. Les masters et leurs servants dont je parlerai brièvement, je compte d'ailleurs utiliser ces emojis dans ma série de vidéos pour vous annoncer que quand un personnage a la main bleue, c'est qu'il sera évoqué plus tard dans d'autres épisodes de la série, donc il ne faut pas l'oublier. Et quand c'est une main jaune, c'est que c'est soit un personnage principal, soit un personnage qui sera important dans le monde de Fate. Puis ensuite, nous entamons un résumé détaillé de l'histoire de Fate Zero, puis un bilan. Petit aparté avant de commencer cette catégorie, quand j'ai fait la chasse aux infos, il y a certaines infos qui étaient très intéressantes et importantes, mais qui se trouvent uniquement dans les mangas, les light novels et les visual novels, et que l'anime ne propose pas. Donc j'ai gardé celles qui étaient vraiment très importantes, et je ne parlerai pas de celles qui sont secondaires ou pas très importantes. Sinon, le reste est entièrement dans l'anime. Nous allons aborder maintenant la classe Saber, qui est une classe qui se bat essentiellement à l'épée. L'identité de Saber est celle du roi Arthur ou Artoria Pendragon dans le manga. Oui, les japonais aiment bien faire passer un homme à une femme, ils aiment bien réécrire l'histoire à leur sauce, mais ça on a l'habitude. Elle est connue en tant qu'homme dans l'histoire, elle est considérée comme un héros légendaire de la Grande-Bretagne, connue en tant que roi des chevaliers. Elle est celle qui a soulevé l'épée Caliburn de sa pierre et elle obtient plus tard Excalibur et Avalon de la part de la Dame du Lac, la fée Viviane. Big up à ceux qui ont vu le film de Girichi. Artoria est née dans un temps de chaos et de guerre qui a débuté avec la disparition de l'Empire romain, que l'on croyait indestructible. Mais on n'attendait que sa destruction que par les invasions barbares. Oui, les barbares, ils aiment bien tout foutre en l'air dans tous les films médiévaux. En préparation de la guerre contre les barbares, Rome, privée de son statut militaire, est restée une fois que Britannia a perdu les protections de l'Empire. En préparation de la guerre contre les barbares, Rome a privé sa province de l'île de toute force militaire qui était restée. En gros, on a droit à une démilitarisation. Une fois que Britannia, qui est d'ailleurs l'ancien nom de la France, a perdu la protection de l'Empire, elle ne pouvait pas échapper au fait de devenir indépendante, ce qui l'entraînait à éclater en plusieurs pays plus petits peu de temps après. En gros, on a droit à une guerre civile en fait. Le roi, croyant la prophétie de Merlin, a inspiré à la naissance du successeur désigné, mais l'enfant né n'était pas celui qu'il désirait. Arthur a été laissé à Merlin comme le prix de son aide pour assurer le succès de l'amour d'Uther pour Igraine, disant « Je vais guider cet enfant correctement, l'un portant un grand destin, et le protéger de la crise de la famille royale. » En réalité, Artoria n'était pas un garçon, bon ça tout le monde l'a compris, donc le roi ne pouvait pas faire d'un enfant qui n'était pas un homme son successeur. Génial! Même s'il était de son destin de devenir roi un jour. Elle a été confiée aux vassaux du roi et devait être élevée comme l'enfant d'un simple chevalier. Mais cela importa peu pour Merlin qui pour lui, cela renforçait en fait le fait qu'un jour peut-être que cet enfant qui était en fait une fille deviendrait roi et défoncerait tout. Merlin plaça donc Artoria sous les soins de Sir Hector, un chevalier simple et sage, qui décida de l'élever comme son enfant adopté et son successeur. Bien que Hector n'ait pas cru en la prophétie, il ressentait le même air qu'il ressentait pour son roi en sa fille. Il a estimé qu'il devait l'élever comme un chevalier et il souhaitait qu'elle se développe. Il n'a jamais eu besoin de souhaiter une telle chose car elle s'est formée jour après jour pour devenir plus forte que quiconque. Elle a juré de porter son épée pour la seule raison que seul un roi peut sauver un pays en ruine destiné à tomber. Ça c'est du discours les amis, sans qu'on ait besoin de lui dire. Une fois le jour de la prophétie arrivé, les chevaliers et les seigneurs de tous les pays se sont rassemblés pour être choisis comme rois. Le moment tant attendu. Chacun s'attendait à ce que la sélection soit faite par la joute pour sélectionner le plus supérieur qui pourrait devenir roi. En gros, c'est celui qui pète tout le monde et ben il devient roi. Mais la seule chose préparée au lieu de cela, c'était une épée enfoncée dans une pierre avec une inscription dorée sur la poignée disant « Quiconque enlèvera cette épée de cette pierre sera le roi d'Angleterre. » Ah, donc un texte aussi long, ça tient sur le manche d'une épée, génial. C'est ce que je me suis dit direct quand j'ai lu ça. Artoria, le seul apprenti non qualifié pour les joutes, donc en gros elle est un peu nulle à l'épée, s'approcha de la pierre déserte de la sélection et se tendit vers l'épée sans hésiter. Avant de l'attraper, Merlin apparut d'un coup en mode « Hey bitch, ça va ?» devant elle pour lui dire « Réfléchis avant de l'enlever ». Il lui dit qu'elle ne serait plus humaine lors de la saisie de cette épée, mais elle a tout simplement répondu avec un signe de la tête parce qu'elle avait été préparée au fait que devenir roi est signe de renoncer à son humanité.
Depuis sa naissance, elle savait qu'un roi est quelqu'un qui tue du monde pour protéger les autres. Logique. Elle retira l'épée comme s'il était naturel de pouvoir le faire. Génial! Le sexe du roi n'a pas d'importance et personne ne se préoccupera de l'apparence du roi ni la remarquera tant que le roi agira comme un roi. Et moi je trouve que c'est vrai, c'est beau ça. Même si quelqu'un aurait remarqué que le roi était une femme, cela ne se serait pas posé comme un problème puisqu'il aurait été un bon roi. Donc en gros, si t'es une femme et que t'es un bon roi, tout le monde s'en bat les couilles. Par contre, si t'es un mauvais roi, tout le monde te pointe du doigt, ce qui est logique. C'était le début du temps du roi qui deviendrait une légende. Elle a arrêté de vieillir à ses 15 ans, après qu'elle ait retiré Caliburn de la pierre. D'ailleurs, son vœu pour le Saint Graal est de sauver son pays, mais ça, on y reviendra plus tard. D'ailleurs, au passage, je trouve plus qu'elle fait 20 ans que 15 ans, mais bon, ça chipote un peu hein, entre le roman et l'animé. Passons maintenant à son master, qui n'est autre que Emiya Kiritsugu. Donc on va se le dire tout de suite, c'est un personnage principal, et qui est d'ailleurs le personnage principal de Fate Zero. Emiya Kiritsugu est un tueur de mages doublé d'un mercenaire. C'est un puissant magicien maniant entre autres 2 revolvers, sa magie se nomme Time Axel, le contrôle du temps interne si vous voulez, et fait davantage office de magie de soutien, Kiritsugu se reposant essentiellement sur les armes à feu. Il n'hésite pas à tuer ses opposants considérant qu'il est justifié de supprimer une personne pour en sauver le plus grand nombre. En gros, il est très radical ce mec. Dans une guerre du Graal, généralement, il y a le master et le servant, ce qui fait 2 personnes. Mais certaines personnes qui savent s'organiser ont une 3e personne qui est un healer. Donc, nous allons parler maintenant du healer de Saber. Alors, on en avait déjà parlé dans l'épisode 1 de ma série, ce n'est autre que Irisville von Iceburn. Irisville von Iceburn est un homunculus créé par la famille Iceburn. Basé sur l'archétype et le code génétique de Justice Liesrich von Iceburn, elle est mariée à Emiya Kiritsugu. Donc Justice Liesrich, on en avait parlé dans l'épisode 1, c'est la fille du patriarche des Iceburn. Elle est la seule homunculus à avoir connu l'enfantement en donnant naissance à Ilyasville, qui est sa fille, et dont on reparlera dans un épisode prochainement. Kiritsugu la surnomme Iri. C'est drôle d'ailleurs comme surnom. Tant qu'elle est approvisionnée en prana, se nourrir lui est superflu. Donc en gros, tant qu'elle est nourrie en énergie magique, elle a même pas besoin de manger une pomme. Elle est destinée à servir de réceptacle pour le Saint Graal, mais elle est moins aboutie que sa fille, Ilyasville. C'est avec elle que Saber fera équipe au début de la guerre. Donc en gros, nous avons presque un clone parfait de Justina, qu'on avait parlé dans l'épisode 1, et qui a réussi à donner vie à un enfant, celui de Emiya Kiritsugu. Donc ça, retenez tout ce que je suis en train de dire, car c'est très important. Passons maintenant à un autre servant qui aura sûrement un rôle plus secondaire dans l'histoire que principal. Donc déjà pour les assassins, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des servants qui utilisent des techniques souvent discretos ou d'espionnage pour assassiner leurs cibles. Rares sont ceux qui ont des techniques offensives comme dans le Fate Apocrypha dont on parlera un jour. Alors, cet assassin s'appelle Hassan Ibn al-Sabah, donc je sais pas trop le prononcer mais j'essaie de faire tout mon possible. Comme tous les servants assassins, il s'agit d'un des multiples Hassan Ibn al-Sabah puisqu'ils sont plusieurs. Ou plutôt un rassemblement de plusieurs entités réunies sous le même nom. Donc c'est un servant assez spécial, donc moi-même j'avais eu du mal à piller son fonctionnement quand j'avais maté la série. Il agira plus comme un agent de surveillance pour le compte de Tokyomi et de Kirei après l'annihilation de l'une de ces entités, ou un de ses clones comme vous voulez, pour faire croire à sa mort définitive et berner tout le monde. Donc appelé Hassan au sans visage ou aussi romanisé Hassan aux multiples personnalités, il est l'une des 19 personnes ayant eu le titre de Perse légendaire, ou le vieil homme de la montagne comme autre surnom encore. À cause de son pouvoir de démultiplication de la personnalité ou du clonage, son vœu pour le Graal serait de redevenir une seule et même personnalité. Donc ce qui est normal puisque si tu as plusieurs personnalités, au bout d'un moment tu t'y retrouves plus. Enfin faut voir l'animé pour comprendre. Passons maintenant à son master. Donc je vous le dis direct, c'est l'un des antagonistes principaux de la série Fate. Il s'appelle Kirei Kotomine, c'est un jeune prêtre qui travaille à l'église, ou pour le compte de l'église. N'ayant aucun souhait à formuler, il ne comprend pas pourquoi le Graal l'a choisi comme master. Toutefois, la présence d'Emiya Kiritsugu, mage impitoyable, va raviver son intérêt pour cette guerre et attiser sa curiosité. Il est d'ailleurs le fils de Risei Kotomine, le superviseur de la 3ème guerre du Graal de 1935. Passons maintenant à la classe Archer, qui est une classe qui attaque généralement avec un arc ou une arme de lancer. Donc celui-là est un peu spécial puisque il ne possède pas d'arc, mais il a le pouvoir de lancer des trucs, on verra plus tard.
Donc, invoqué à partir du plus vieux fossile de serpent au monde, le roi des héros Gilgamesh est quelqu'un qui a un ego très surdimensionné. Il ne s'entend pas du tout avec son master Tokyomi, qui d'ailleurs a le plus grand mal à le faire agir en discrétion puisque Gilgamesh arrête pas de crier dans tous les sens et tout le temps vouloir tout exploser. La présence dans la guerre de deux autres rois d'ailleurs l'agace au plus haut point puisqu'il veut être le roi des rois. Voilà, le roi de tous les rois exactement. Gilgamesh est le fameux roi de la cité d'Uruk en Mésopotamie antique où il a régné des années avant Jésus-Christ. Personnage mi-dieu mi-humain, c'était une sorte d'être ultime et transcendant au point d'être un divin aux deux tiers. Donc il est mi-homme mi-dieu. Et personne dans le monde n'était de taille face à lui. C'était un despote de la plus haute divinité possible qui se croyait invincible. Il semblerait qu'il ne soit pas qu'une simple légende et qu'il ait réellement existé et régné sur Uruk, au cours de la dynastie sumérienne. C'était le roi des héros qui possédait tous les trésors du monde, dont les aventures ont fait l'objet de plusieurs récits antiques, dont l'un des plus anciens poèmes d'Antiquité, l'épopée de Gilgamesh. Passons maintenant à son master dont on avait évoqué vaguement le nom dans l'épisode précédent. Il se prénomme Tokyomi Tosaka, c'est le chef de la famille Tosaka. Son unique objectif est d'atteindre l'origine, c'est d'ailleurs pour cela que les Tosaka étaient très favorisés par l'église. Pour cela, il a confié sa fille Sakura au Matou pour augmenter la chance de ses filles d'y parvenir. Il a pris Kirei Kotomine en tant qu'apprenti et subordonné pour la guerre, et il le tient en une haute estime. Passons maintenant à la classe Berserker, qui est la classe la plus brutale dans une guerre du Graal. Donc c'est assez spécial leur cas, puisque à la base un Berserker était un esprit héroïque, bon, etc. Et il a eu apparemment un tourment dans sa vie, une grande souffrance, qui l'a fait plonger dans le côté obscur et qui l'a rendu fou de rage et qui l'a fait devenir un Berserker. Pour des raisons de suspense, je révélerai des infos sur Berserker au fur et à mesure. Donc pour l'instant, on va s'arrêter à sa description, vite fait, bien fait. Équipé d'une armure de jet, ce guerrier inconnu cache son identité aux autres participants de la guerre grâce à son noble fantasme. Son habilité à utiliser n'importe quelle arme au combat fait de lui un adversaire qui rivalise même avec Gilgamesh. Donc en gros, s'il rivalise avec un semi-dieu, bah putain, c'est qu'il doit être fort. Sa folie réduit ses capacités mentales à leur plus simple expression. En gros, c'est un enragé comme tous les berserkers la plupart du temps. Mais ça se semble pas avoir réduit ses aptitudes au combat, donc en gros plus il s'énerve, plus il devient balèze. Oh, bah génial. Et il semble reconnaître instinctivement Saber lors de leur première rencontre. T'attends. La véritable identité de Berserker est celle de... Premier... de... Voilà. On en saura plus tard les amis. Passons maintenant à son master. Matou Kariya. Donc j'avais oublié de préciser dans l'épisode précédent que en fait Maikiri c'est le nom des Matou mais en japonais. Dans la version japonaise en fait. Dans la version japonaise c'est les Makiri et dans la version française c'est les Matou. Donc vu que je m'adresse à un public plutôt francophone, je dirais maintenant les Matou. Donc, il est l'ami d'enfance de Toshaka Aoi, dont il est secrètement amoureux. Il l'a laissé se marier avec Tosaka Tokyomi, pensant qu'elle était heureuse ainsi. Il s'est éloigné de sa propre famille car il n'approuvait pas ses méthodes d'enseignement assimilables à de la torture. Il est d'ailleurs le fils biologique de Matou Zuken, dont on avait parlé dans l'épisode précédent. Mais quand Sakura est adopté par les Matou, il revient parmi les siens et conclut un marché avec son père, dont il est très en mauvais termes. Il accepte d'endurer l'entraînement intensif de son père pour participer à la guerre et pour rendre Sakura à sa véritable famille s'il gagne. On verra par la suite que ses intentions étaient plutôt troubles. Passons maintenant à la classe Rider. Donc la classe Rider est un servant qui se bat généralement sur une monture. Ça peut être une moto, un cheval, un char, etc. etc. Voici Iskandar, ou en français Alexandre le Grand, le roi des conquérants. Il a une personnalité extrêmement communicative et insouciante en apparence, et d'ailleurs c'est ce qui fera que son master a du mal à le retenir. Il a un grand respect pour le code de la chevalerie de Saber et de Lancer, et il les laissera s'expliquer entre eux avant de s'affronter ensemble. Intéressons-nous maintenant à la classe Lancer, qui est une classe où le serveur se bat généralement avec une lance ou deux. Il est très habile, ce qui donne des combats très épiques dans tous les fates, je peux vous le garantir. Voici Darmwind Uadwibn. Il est un servant loyal et fidèle, et il a un grand sens de l'honneur, ce qui donnera une rivalité magnifique entre Saber et lui en combat singulier. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur lui, c'est juste que par la suite vous verrez que il va lui arriver une tragédie. Passons maintenant à son master qui se nomme Lord Elmeloy. C'est un noble renommé et enseignement vacataire à la tour de l'horloge. Il compte participer à la guerre mais se fait voler sa relique par Weaver Velvet. A la place, il invoque Lancer. Certain de sa supériorité et de ses adversaires, il n'imagine pas une seconde pouvoir perdre la guerre.
C'est un homme très sûr de lui, avec un ego tout aussi énorme que celui de Gilgamesh. Il sera notamment accompagné de sa healeuse ainsi que de sa femme Sola. Donc je vais pas prononcer son nom parce qu'il est juste incompréhensible. Donc on l'appellera Sola, voilà. Elle est la fiancée de Kenneth et elle l'a accompagné au Japon. Elle partage avec lui le contrat avec leur sœur car elle se charge de son approvisionnement en mana. Nous avons donc un duo comme Kiritsugu et Ilisville. Second aparté, donc c'est vrai, j'ai précisé la tour de l'horloge. Qu'est-ce que c'est? C'est une grande école de magie située à Londres et c'est aussi l'endroit où se trouve l'association des mages. Ceux qui à un moment ont fait copain-copain avec l'église pour exterminer toute forme de démons, etc. Donc c'est un peu une sorte d'académie militaire de magie donc qui est très important dans l'histoire de Fate puisqu'on en entendra parler plusieurs fois dans les différentes séries. Passons maintenant à la dernière classe de servants qui est Caster. Donc après la première corruption du Graal, vous avez dit que dans l'épisode précédent que le Graal invoquait des esprits pas très gentils, c'est-à-dire il y avait des bons esprits et des mauvais esprits héroïques. Donc là cette fois, les casters en théorie ce sont tous des gros connards en fait, la plupart du temps. Donc ils ont leur raison d'être des connards mais c'est des méchants, voilà. Donc généralement un caster ça se bat à coups de livres magiques, de grimoires, de sortilèges et de trucs chelous. Donc c'est caster en anglais c'est magicien, voilà. Ce sont des magiciens les casters. Alors, passons maintenant à notre caster. Donc, il se prénomme Gilles de Rais, il se surnomme Barbe Bleue. Donc, je ne sais pas si c'est un rapport avec l'histoire Barbe Bleue qu'on connaît tous, qu'on nous a raconté quand on était petit, mais bon, bref. Gilles de Rais est un servant dont le plus grand plaisir est d'offrir à ses victimes un moment d'espoir avant de les théoriser et de les flinguer. Il montre rapidement un intérêt obsessionnel pour ses beurs qui prend pour Jeanne d'Arc. Alors, donc, ce personnage... Ce n'est pas un personnage principal, mais pour autant, il fera le lien avec une autre série, Fate Apocrypha, dont je parlerai un jour. Donc faut retenir ce mec, puisqu'en fait, sans lui, à l'époque, on n'aurait pas fait le lien avec ce qui allait arriver. Donc j'en reparlerai sûrement à la fin dans le bilan, mais ce mec, même si vous avez juste qu'une envie, c'est de le voir crever quand vous regardez l'animé, retenez-le bien dans votre tête parce qu'il est important. Donc on lui donne la mention pouce bleu. Passons maintenant au dernier master. Donc il est un peu spécial celui-là puisqu'en fait j'ai plus l'impression que c'est du fan service. Il se prénomme Uryu Ryonosuke, c'est un tueur en série. Donc ce gars en fait à la base c'est le dernier qui est arrivé dans le game, dans la guerre du Saint Graal, la quatrième, parce qu'en fait il y avait une place vacante et qu'il n'y avait aucun gars pour remplir la classe de caster. Donc bien sûr Ryonosuke ne savait pas qu'il avait des descendants qui étaient des mages et que sa lignée était éteinte depuis très longtemps. Du coup, ce gars, en fait, ce qu'il fait dans la vie, c'est qu'il flingue des gens pour atteindre la vraie beauté. Donc lui, c'est un tueur en série, voilà. Donc il est totalement barré, marteau, fou allié, etc. Et en tuant une famille, il fera apparaître son servant, qui n'est autre que Gilles de Rais. Donc bien sûr, les deux, ils vont s'entendre comme des dingues, etc. Et ils vont pas mal flinguer de monde. Donc dans le résumé, j'en parlerai un peu plus, mais en tout cas, tout ce que vous pouvez savoir sur ce mec, c'est que c'est un putain de tueur en série et qu'il est totalement fou. Voilà, il n'y a rien de plus à dire. Notre histoire débute quelques années avant la quatrième guerre du Graal. Erisveil donne naissance à Eliasfil, la fille de Kiritsugu. Le patriarche de la famille Iceburn restera dubitatif face à cette naissance, car de base, Iris ne devait être qu'un homonculus servant à contenir le Graal. De cette naissance, Kiritsugu affiche sa joie à sa façon en voyant sa fille Ilias. Kiritsugu, embauché comme master pour la quatrième guerre du Graal par les Iceburn, est sûr qu'il la gagnera et pourra réaliser son vœu et celui de sa femme, ainsi que pouvoir fonder une famille avec sa fille. De l'autre bout du monde, en Italie, Kirei Kotomine, jeune prêtre et inquisiteur de l'église, vient de perdre sa femme d'une grave maladie. Mais pour autant, reste de marbre et ne verse aucune peine. C'est à se demander s'il l'aimait vraiment. Il rencontre son mentor, Tokyomi Tosaka, qui l'a pris sous son aile, ainsi que son père, Risei Kotomine, ancien superviseur de la troisième guerre du Graal. Tokyomi, ayant des relations avec l'église, passe un marché avec Risei et Kirei. Tokyomi veut posséder la vraie magie, ce que l'église valide, puisque aucun blasphème et hérésie n'est à annoncer. Mais Kirei, venant à peine de vivre le décès de sa femme et se posant des questions sur qui est-il et quel est son but dans la vie, se sent anxieux par rapport à participer à la guerre du Graal. Et se demande pourquoi le Graal l'aurait choisi, lui, une personne aussi peu confiante. Tokyomi réussira à motiver Kirei en lui disant que s'il arrive à gagner la guerre avec lui, le Graal répondra à ses questions dont il n'arrive pas à savoir les réponses.
Kirei et Tokyomi travailleront ensemble dans le secret en essayant de ne pas attirer les soupçons d'une quelconque alliance. De retour d'exil au Japon, Kariya, voulant prendre des nouvelles de son ancienne vie laissée à l'abandon à cause de son père Zuken, croise dans un parc Rin, la fille de Tokyomi, son ancienne amie. Les retrouvailles se noircissent quand Kariya apprend que Sakura a été adoptée par les Matou et que son père est derrière tout ça. Kariya retourne dans sa maison qui est le QG de la famille Matou actuellement. Il rencontre Sakura, la sœur de Rin, totalement légumifiée par la torture et les entraînements inhumains de Zuken. Elle est tellement affaiblie qu'elle ne se rappelle plus son ancienne vie, ni de sa sœur, ni de ses parents, et peine à se rappeler Kariya. C'est alors que Kariya demande des explications à Zuken qui lui répond que les Tosaka ont choisi Rin comme mage principal de la famille et qu'il n'y avait pas de place pour Sakura. Pour autant, Tokyomi, voulant aussi que Sakura devienne puissante sans s'en préoccuper, il la confie au Matou pour qu'elle devienne un mage très puissant. Sauf que Zuken en profite pour forcer son évolution avec une magie de torture et de lavage de cerveau. Il ne cachera pas qu'il veut en faire une Matou et s'en servir pour la 5ème guerre du Graal à venir. Kariya, se rappelant Aoi et sa responsabilité d'être partie de la famille Matou qui engendra l'enrôlement de force de Sakura, décidera de passer un marché avec son père. S'il gagne la guerre, Sakura regagnera la famille des Tosaka. Encore ailleurs, à Londres, en Angleterre, Lord Elmeloy, professeur et aristocrate à la Tour de Londres, annoncera publiquement à sa classe et à ses collègues qu'il a été sélectionné par le Graal pour participer à la guerre, n'hésitant pas à rabaisser l'un de ses élèves, Weaver Velvet, comme quoi seul l'effort gagne à la guerre. Weaver, vexé, décidera de voler une relique à Meloy, l'une de ses plus puissantes, pour participer à la guerre en secret de son côté, et prouver que celui qui gagne, c'est celui qui est le plus motivé et le plus intelligent. Plus tard, chacun de leur côté, Kirei et Kiritsugu s'intéressent à leurs futurs adversaires, mais les deux gardent un air méfiant sur les antécédents de l'un et l'autre, leur rivalité était née. Plus tard, les archéologues des Icebergs ont retrouvé le fourreau d'Excalibur qui se prénomme Avalon, et demandent à Kiritsugu de s'en servir pour invoquer le roi Arthur comme servant. Au Japon, Tokyomi et Kirei sont rentrés chez eux, et Tokyomi met sa famille à l'abri car Fuyuki deviendra bientôt un grand champ de bataille au cas où personne ne respecte le fait que la population ne doive pas être mis au courant. Sa fille, Rin, désapprouve que son père s'en aille en guerre, la laissant ainsi seule comme d'habitude, ainsi que Kirei soit son parrain, en cas de pépin. Lol. Elle veut à tout prix aider son père dans ses combats, mais Tokyomi sait qu'elle n'est pas assez puissante malgré son jeune âge et ses nombreux talents. Rin décidera de prouver qu'elle est digne de la confiance qu'a placée son père en elle. Ailleurs à Fuyuki, Zuken ayant commencé à faire évoluer Kariya de force pour que son servant lui obéisse et puisse contenir sa puissance. Kariya souffre le martyre. Weaver de son côté s'est installé à Fuyuki en envoûtant un couple de vieux se faisant passer pour leur petit-fils. Il faut bien qu'ils trouvent un endroit où dormir. Il est temps d'invoquer les premiers servants. Kariya commence à invoquer un berserker, Weaver invoque son rider, Kiritsugu quant à lui est sûr et certain d'invoquer son saber, et Kirei invoqua en secret à l'avance son assassin pour récolter des infos sur ses nombreux adversaires. Weaver de son côté fut surpris, limite effrayé, par l'opposante puissance de Rider. Weaver, de nature frêle et peu autoritaire, n'arrivera pas à avoir une discussion sérieuse avec Rider. Plus tard, pour trouver le moyen de communiquer, Weaver proposera à Rider de s'instruire sur le monde actuel et sur les motivations de chacun. Rider veut pouvoir voir une mère qui pour lui est l'aboutissement de sa vie de roi des conquérants, et Weaver veut prouver que ceux qui n'ont pas la force physique peuvent tout aussi gagner. Il veut surtout clouer le bec à son prof qui est Lord Meloy. En Europe de l'Est, il neige. Kiritsugu est fâché que le roi Arthur soit une femme, non pas à cause de l'apparence physique, mais des différends que Saber et Kiritsugu détectent dès les premières discussions. Du coup, Kiritsugu préfère s'occuper de sa fille en l'emmenant jouer dehors et en faisant connaissance avec elle, puisque en tant qu'homonculus, elle et sa mère ont une durée de vie déterminée et une croissance augmentée. Leur temps est compté. De son côté, Iris tisse de forts liens d'amitié avec Saber. Iris veut découvrir le monde car depuis sa naissance, les Icebergs ont refusé qu'un corps artificiel et uniquement dédié à la guerre du Graal mène une vie normale. Et Saber, quant à elle, partage ses idéaux du courage, de l'égalité et de défendre son peuple. Quelque part à Fuyuki, Ryunosuke, le psychopathe, vient d'assassiner une famille entière ne laissant que le fils vivant pour le torturer psychologiquement avant d'achever. C'est là que sans faire exprès, il invoque Caster et des sorts de commandement viennent se tatouer sur sa main. Il ne saura jamais qui a du sang de mage en lui et qui lui a permis de participer à la guerre. Rapidement, Caster et Ryunosuke tissent de forts liens d'amitié grâce à leur passion pour le morbide. Et pour prouver son allégeance à Ryunosuke, Caster fera croire à la victime qui peut s'échapper librement pour final se faire déchiqueter par des démons dans le couloir. Plus tard dans la soirée, Kirei et Tokyomi montent une feinte. Kirei va sacrifier un de ses 19 assassins qu'il possède pour faire croire à sa défaite. De son côté, Tokyomi a invoqué en secret son servant Archer.
Arthur décidera d'utiliser son noble fantasme pour tuer Assassin, ainsi semer le doute parmi les autres masters quant à la puissance que possède Tokyomi. Tokyomi présente Kirei à Archer. Tokyomi sait que Gilgamesh n'aime pas être dirigé, du coup il préfère jouer la carte du respect mutuel, ce que Archer, malin comme il est, détectera. Leur lien servant Master ne tiendra qu'à un fil durant une bonne partie de l'animé. Kirei quant à lui restera neutre face à Archer. Weaver de son côté veut trouver un plan d'attaque pour faire une attaque surprise, mais Ryder lui conseille de rester tranquille après l'attaque d'Archer. Il lui dit que foncer tête baissée ne sert à rien et qu'il vaut mieux attendre. Weaver boudera malgré le fait qu'il suivra les conseils de Ryder. Kirei quant à lui va retrouver son père à l'église pour lui annoncer qu'il a perdu et aussi voulant arrêter cette guerre par démotivation. Mais son père réussira à le remotiver en lui redonnant des sortes de commandements. De leur côté, Saber et Iris et Kiritsugu arrivent par avion au Japon. Kiritsugu va retrouver sa collègue pour préparer leur arsenal, et Saber devra protéger Irisville durant leur installation à Fuyuki. La relation entre Iris et Saber ne fera qu'augmenter, puisque Iris peut enfin découvrir le monde accompagnée de sa nouvelle amie. Ailleurs à Fuyuki, Kiritsugu retrouve Maya, une collègue. Elle a elle aussi fait la guerre comme lui et ils sont très proches. Maya ressent des sentiments pour Kiritsugu, que ce soit en loyauté guerrière ou sentimentale. Mais Kiritsugu quant à lui commence à douter de l'issue de cette guerre. Il vient d'être père et s'inquiète pour sa fille, mais aussi est torturé par son passé et sa conscience. Maya réussit à lui remonter le moral en lui disant que jamais elle ne l'abandonnerait, quitte à y laisser la vie. Plus tard dans la soirée, Iris et Saber se baladent sur la plage du Vieux-Port pour se détendre, mais l'appel à la confrontation de Lancer au dock interrompra leur discussion. Ryder et Weaver, sentant aussi l'appel, décideront d'aller eux aussi au dock en tant qu'observateurs. Saber et Iris feront face de leur plein gré à Lancer histoire de commencer cette guerre. Les présentations faites, Saber et Lancer commenceront à se battre, sous les yeux des autres servants et masters cachés dans l'ombre, histoire de recueillir des infos sur l'ennemi, ainsi que savoir quel est leur noble fantasme. Mais ce n'était pas sans l'arrivée de Ryder, fasciné par le code d'honneur de Saber et Lancer, qui proposa ouvertement d'affronter le gagnant de leur combat. Lancer réussira à blesser Saber grâce à sa deuxième lance, qui est son noble fantasme. Une fois touché, la blessure ne se referme jamais tant que la lance n'est pas brisée. Plus tard, Tokyomi envoie Archer calmer le jeu en dévoilant son noble fantasme, Gate of Babylon, qui recèle des trésors inestimables de toutes les époques ainsi qu'une infinité d'armes de tout type. C'est là que Berserker attaqua Archer. Un combat de titans se déroula sous les yeux de Saber, Lancer et Ryder. Les deux ayant une force égale, Tokyomi demandera le retrait de Archer, qui sera fort mécontent. Mais c'est à ce moment-là que Berserker se jettera sur Saber pour l'attaquer comme si une vieille rivalité était de retour. Ce sera Ryder qui protégera Saber qui était blessé. Selon lui, ce n'est pas digne d'un chevalier d'attaquer un adversaire blessé et qui n'a pas fini son combat. Kariya réussira tant bien que mal à rapatrier Berserker malgré le fait que la rage de Berserker le consume intérieurement et extérieurement. Sur la route du retour, Castor fera arrêter la voiture de Saber et Iris. Castor, voulant exprimer sa joie d'avoir retrouvé sa collègue Jeanne d'Arc, sera vite interrompu par Saber qui lui dira qu'elle n'est pas cette dernière. Noterons que l'époque de Jeanne d'Arc se situe vers 1400 alors que celle de la légende du roi Arthur vers 500. On reste dans l'époque féodale donc c'est normal qu'il les confondu. En plus les deux sont blondes. Sous les yeux d'un assassin qui pourra annoncer à Tokyomi que Castor est en fin de la partie. Pendant ce temps, Meloy, Sola et Lancer se remettent de leur pseudo-défaite. Meloy gronde Lancer qui aurait dû achever Saber. Sola quant à elle commence à développer des sentiments pour Lancer. C'est à ce moment-là que Maya et Kiritsugu font exploser l'hôtel où se trouvait le trio. Une fois l'immeuble détruit, ils n'ont pas le temps de souffler que l'ennemi approche. Kirei, qui rôdait dans les parages, attaque Maya et la met en position défensive en la blessant. C'est Kiritsugu qui réussira à la faire fuir avec lui. Kirei a pu avoir un avant-goût de qui était Kiritsugu au niveau du combat. C'est pour cela qu'en rentrant, il commencera à se confier à Archer, qui sera fort intéressé par la façon de penser de Kirei. Le lendemain, Ryder et Weaver sont rentrés chez eux. Ryder, curieux de découvrir ce monde moderne et toujours féru de conquête, aura acheté un jeu vidéo de stratégie. Il gagnera ainsi qu'un t-shirt promotionnel du jeu vidéo qu'il portera comme fierté. Weaver trouvera ça totalement inutile. Et sera toujours d'un naturel désintéressé puisqu'il se demande comment un solide gaillard comme Ryder fait toujours pour être jovial même après une nuit de combat qui pour lui a été limite traumatisante. Dans la soirée, Saber, Iris et Maya et Kiritsugu font un bilan du combat des docks et de l'attentat contre Meloy et décident d'une stratégie à 4. Mais ils sont pris de court par Castor voulant absolument reparler à Saber. Il attaquera de front le château. Il amènera une dizaine d'enfants qui l'aura lascivement lessivé le cerveau, qui l'aura maudit en plus avec des démons kamikazes pour piéger Saber.
Vu qu'elle est blessée, elle aura du mal à se battre et sera vite à bout de souffle. C'est là que Lancer viendra l'aider. Sans le dire à Meloy, qui comptait utiliser l'attaque de Caster comme diversion pour régler ses comptes avec Kiritsugu. Lancer et Saber feront un union pour pouvoir battre Caster. Dehors, Caster affrontera toujours Saber et Lancer, et à l'intérieur, Kiritsugu affrontera Meloy, qui l'attaquera de front. C'est sans oublier Kirei, qui profitera de la confusion pour attaquer Maya et Iris qui fuyaient le combat. Kirei affronte Iris et Maya dans la forêt, et Meloy affronte de front Kiritsugu dans le château. Kirei mettra KO Maya et Iris sans les tuer, mais Kiritsugu arrivera à pulvériser les circuits magiques de Meloy grâce à son double axel. Meloy ne pourra plus jamais utiliser de magie. Il souffre le martyre et pisse le sang. Quant à Saber et Lancer, elle va accro Caster en attaquant son noble fantasme qui était son grimoire qui lui permettait d'invoquer ses monstres. Kiritsugu, voulant achever Meloy, se fera interrompre par Lancer qui était venu secourir son master. Il lui dira qu'il aurait pu tuer Saber en traître mais il ne l'a pas fait, tout comme lui ne devrait pas tuer un master qui n'est pas accompagné de son servant. Le traiteur de déloyal. Kirei, ne voulant tuer que Kiritsugu, s'en ira sans tuer Iris et Maya. Saber arrivera trop tard, s'en voudra de ne pas avoir pu protéger ses maîtres, lui rappelant son lourd passé. Meloy, totalement à l'agonie, fera un rêve lié à son servant, celui où on apprend le passé de Darmwind. Il était guerrier de la Fianna, un peuple guerrier irlandais de légende. Darmwind fut victime d'une malédiction enfermée dans un grain de beauté sur sa joue. Toute femme qui croisera son regard tombera éperdument amoureux de lui, ce qui explique ce qui s'est passé avec cela. Ce qui arrive malheureusement avec la femme de son futur roi. Il voulut reprendre la fuite, mais Darmwind et son roi décidèrent que trop de sang était versé à cause de cette malédiction et qui ferait la paix avec Darmwind, le laissant vivre avec son ex-épouse. Mais plus tard, Darmwind se fera blesser mortellement par un sanglier lors d'une partie de chasse avec le roi. Le roi avait le pouvoir de transformer l'eau en médicament, mais à 2 reprises, il faisait exprès de faire tomber l'eau par terre pour ne pas sauver Lancer. Au bout de la 3e fois, Darmwind comprit que le roi était toujours jaloux de lui et allait le laisser mourir, ce qui arriva. Darmwind succomba au bord d'une rivière à ses blessures, avec le sentiment que tout le monde l'avait trahi malgré son allégeance pour son roi et la Fianna. Le souhait de Darmwind n'est autre que rattraper son péché avec son ancien roi, en faisant gagner Meloy à la guerre. Selon lui, ce serait sa rédemption de faire gagner son roi actuel. À son réveil, Meloy, agonisant sur un brancard de fortune au beau milieu d'un chantier désert, apprendra par cela qu'il ne pourra plus utiliser la magie due au fait que Kiritsugu lui a littéralement pulvérisé ses circuits magiques, et que la guerre était finie pour lui. Elle le forcera à lui céder ses ordres de commandement puisque cela a l'intention de donner l'ordre à Lancer de l'aimer pour toujours, puisque malgré sa malédiction, Lancer refuse d'aimer Sola qui est la femme de son roi actuel. Au château, Saber fera la morale à Kiritsugu comme quoi faire sauter un hôtel avec des civils est inhumain et lui répétera que parfois il faut sacrifier des vies pour éradiquer le mal. Kiritsugu réussira à s'en tirer sur cette joute verbale. Il enverra d'ailleurs par la suite Iris et Saber traquer une dernière fois Sola et Meloy et Lancer, histoire de régler leur compte une dernière fois. Quant à Weaver et Ryder, ils s'entendent de mieux en mieux, mais Ryder pense que Weaver n'a pas la force psychologique pour encaisser les horreurs de la guerre du Saint Graal. Weaver réussira à dénicher la cachette de Caster grâce à ses talents de scientifique, que Iskandar reconnaîtra. Mais une fois là-bas, Weaver et Ryder découvriront un macabre spectacle. Caster et Ryonosuke sacrifiés depuis un bon bout de temps à l'abri des regards des vies humaines pour la joie de tuer et pour renforcer la force de Caster, puisque Ryonosuke n'a pas le niveau de magie pour maintenir Caster dans le présent. Ryder et Weaver décideront de brûler et détruire la cachette de Caster pour faire reposer leur sacrifice en paix. Caster de son côté, qui n'est toujours pas rentré à leur base secrète, sacrifie des humains pour son propre plaisir. Et Ryonosuke, tordu comme il est, s'amuse à kidnapper des enfants en les hypnotisant avec ses pouvoirs pour ensuite les tuer. C'est là qu'il s'attaque à des amis de classe de Rin, la fille de Tokyomi. La presse parle d'un tueur en série d'enfants et les habitants de Fuyuki vivent alors dans la peur. Rin, face à ça, décide de se plonger dans la magie de niveau supérieur et va essayer d'apprivoiser les vieux grimoires de son père, en espérant gagner en puissance. Malheureusement, elle n'est pas encore assez forte et manque de se faire tuer par ses grimoires. C'est là que Tokyomi arrive et la sauve. Il lui enseigne alors qu'une volonté encore plus forte que la sienne et une concentration extrême est nécessaire pour acquérir un tel niveau. Cela lui permettra d'avoir de nouveaux pouvoirs et de maîtriser les joyaux en les chargeant en magie pour les rendre comme des munitions et pouvoir recharger sa jauge de magie quand elle l'est épuisée. Et ainsi de maîtriser le grimoire qui a fait la tuer, un ancien pouvoir germanique qu'autrefois Tokyomi avait maîtrisé. Plus tard, Rin, dans un élan de courage, s'aventure la nuit pour la première fois. Elle surprendra Ryonosuke hypnotisant des enfants en les emmenant dans sa cachette secrète, un bar à l'abandon.
Rin décidera de vouloir sauver ses enfants ainsi que ses camarades de classe disparus, mais se fera surprendre par Ryonosuke. Il s'amusera à la poursuivre dans le bar en tentant de la tuer sadiquement, mais sous l'adrénaline et la volonté, Rin maîtrisera le pouvoir germanique et mettra en déroute Ryonosuke. Elle réussira à annuler son pouvoir d'hypnose sur ses amis et réussira à les libérer. Une fois la police arrivée, elle tente de s'éclipser, mais Ryonosuke revient à la charge et c'est Kariya qui la sauvera. Ryonosuke ne mourra pas pour autant, mais sera en pleine déroute. Kariya, quant à lui, raccompagnera Rin devant Aoi, sa mère. Mais Aoi remarquera que Kariya est rongée par la magie de Zuken et désapprouvera cela. En réponse à cela, Kariya lui fera la morale sur Sakura et les agissements de Tokyomi. Mais Aoi, idéalisant son mari pour toujours, s'en moquera et finira par un froid. Ils finiront par partir en s'engueulant sous les yeux de Rin impuissante. En rentrant, Rin décidera encore plus de s'investir dans sa quête de magie et développera encore plus son pouvoir germanique, ne voulant plus que ses amis soient blessés. Les combats s'étant calmés, Saber et Iris vaquent à leurs occupations au château. Mais c'est là que Ryder et Archer se pointent. Ryder a proposé à Archer, puis à Saber, un banquet improvisé entre rois dans la cour du château des Iceberns. Chacun débat sur ses idéaux, mais Archer trouve le fait que Saber se préoccupe de son peuple est totalement inutile. Ryder viendra confirmer les dires de Archer en disant qu'un vrai roi n'a pas besoin de se préoccuper de son peuple si son peuple est avec lui, la traitant de gamine et non d'un roi des chevaliers. Sur ces mots, Saber se sentant humiliée et boifouée, restera silencieuse durant l'affaire du banquet, mais n'oubliera pas ses paroles. C'est là que les 18 assassins restants sous les ordres de Kirei attaqueront le banquet dans la cour du château. Archer, qui est censé travailler secrètement avec Assassin, ne comprend pas mais reste confiant. C'est là que Ryder décide de jouer son noble fantasme. Celui-ci consiste à rassembler chaque armée et chaque homme des territoires qu'il a conquis en une et une seule même armée sous ses ordres. En plus, il combat avec son armée dans une dimension propre à lui. Il téléportera Saber, Iris, Archer et Weaver dans celle-ci, ainsi qu'Assassin pour l'attaquer et montrer l'étendue de sa puissance, de roi des conquérants. Les 18 assassins se feront massacrer, ce qui marquera la fin du servant assassin originel. A la fin, Archer repartira de son côté et Ryder confiera à Saber qu'il n'est pas trop tard pour repenser à ses idéaux. Le lendemain, Ryder et Weaver vont faire des courses et se détendent un peu. Comme toujours, Ryder est jovial, mais Weaver s'inquiète toujours de la situation actuelle et des récents événements de la guerre. Ryder, quant à lui, ne sait pas comment communiquer avec Weaver. En fin de journée, sur le chemin du retour, il dit à Weaver qu'il frapperait la première personne ne ressentant rien à l'égard des horreurs commises par Caster. Weaver, quant à lui, s'est attaché à Ryder, mais n'a pas confiance en lui. Il pense qu'il n'a pas sa place aux côtés de Ryder, qui lui est fort confiant, alors que lui ne fait que penser, étudier, mais n'a pas le courage et la force nécessaires pour cette guerre et pour les épreuves qui vont venir à lui. Ryder, dans un élan de franc-parler, se confiera à Weaver, lui disant que parmi tous les hommes, il serait fier d'être son master, car surtout il est fier d'avoir un ami aussi fidèle que lui. Selon lui, ce qui compte, c'est l'amitié, le respect et la confiance, le reste ne fait pas la force. Ils sont interrompus par Caster qui, avec tout sacrifice, s'apprête à invoquer un familier gigantesque comparé à un énorme monstre marin dans la baie du Vieux-Port. Cela, quant à elle, envoie Lancer voir ce qui se trame au Vieux-Port. Ryder et Weaver arrivent avec Saber pour constater l'étendue du problème. Ryder, Lancer et Saber unissent encore une fois leurs forces pour tenter de vaincre la bête. Caster ayant invoqué la bête et l'envoie détruire la ville et tuer ses habitants, Lancer, Saber et Ryder tiennent toujours le coup, mais Saber, blessé par la lance de Lancer, a du mal à lui faire face. Quant à Lancer, il n'a pas assez de force malgré le fait qu'il n'est plus fourni en magie par Meloy et cela, mais uniquement par cela vu que Meloy est out. Tokyomi envoie Archer pour tuer la bête, mais Archer se trouve cela indigne de son rang de tuer une telle atrocité et n'en fait qu'à sa tête, donnant lieu à une dispute entre Archer et Tokyomi. Mais c'est là que Kariya, voyant que Tokyomi est en dehors de son QG, décide de lancer Berserker sur Archer, donnant lieu à une bataille aérienne. Tokyomi se fait intercepter par Kariya, qui lui pardonnera pas d'avoir donné Sakura au Matou. Tokyomi face à cela répond d'une froideur et d'une brièveté sans égale sur le sort, et c'est pensé pour Sakura de façon péjorative et abjecte que Kariya pète un plomb et lance une nuée d'insectes sur Tokyomi, ce qui n'a d'ailleurs aucun effet sur lui, ce qui lui vaudra d'ailleurs une attaque de feu par Tokyomi le mettant au tapis. Kariya est au bord de la mort, et il est sauvé par Kirei qui hésitait à le tuer. Il le soignera pour qu'il lui soit redevable par la suite. Tokyomi se retire de son côté. Quant à Lancer, il brisera sa deuxième lance, son noble fantasme, pour permettre à Saber d'utiliser à deux mains Excalibur à pleine puissance, pour utiliser son noble fantasme anti-forteresse. Grâce à cela, elle réussira à vaincre Gilles de Rais ainsi que sa créature. Gilles de Rais, dans ses derniers instants en vie,
reverra une dernière fois un souvenir de lui et de Jeanne d'Arc. Au final, tout ce que nous savions, c'était que c'était un homme tourmenté par la mort de l'une de ses plus proches amies, tué par l'église. Pendant la bataille contre Caster, Yonosuke, quant à lui, s'est fait tuer froidement d'une balle de sniper dans la tête par Kiritsugu, et Sola s'est fait couper son bras où elle avait ses sorts de commandement ne pouvant plus commander Lancer, par Maya. Elle se fera capturer dans l'ombre. Plus tard, Meloy viendra chercher la récompense qui était de vaincre le monstre de Caster auprès de Risei Kotomine à l'église. Mais sur une froide avarie, il assassinera d'une balle Kotomine Risei, lui dérobant tous ses sorts de commandement, voulant ainsi se venger de Kiritsugu et se remettre dans la partie. Meloy rentrera à sa base, mais ne voyant pas Lancer revenir avec cela, s'énerve et le critique comme quoi son amour pour les femmes s'est emparé de cela. Lancer, attristé par le fait que son passé regagne son présent, ne peut que subir les brimades de Meloy. C'est là que Saber et Iris arrivent au chantier en voiture. Saber veut en finir avec Lancer vu qu'elle est maintenant rétablie. Un combat s'ensuit entre elle et Lancer dans la plus simple des loyautés, mais Kiritsugu arrive dans l'ombre et menace de tuer Sola sous les yeux de Meloy. Mais il ne le fera pas si celui-ci signe un contrat magique qui consiste au suicide de Lancer, ainsi qu'un pacte de non-agression de la part de Kiritsugu sur lui et sa femme. Meloy, malgré les apparences, décide de sauver sa femme qui a déjà un bras en moins et signe le suicide de Lancer avec un sort de commandement. Lancer, en plein combat, s'arrête et se plante lui-même sa propre lance en lui. Agonisant et pissant le sang, il voit Meloy et cela, inconsciente, culpabilisant d'avoir perdu et sacrifié Lancer pour sauver sa femme. Lancer, fou de rage et sur le point de mourir, maudit le monde et le Graal, car au final, tout ce qu'il voulait, c'était de faire gagner son roi. Une fois Lancer mort et évaporé, Meloy et Sola pensent que c'est fini et qu'ils peuvent rentrer chez eux. Mais une balle de sniper vient toucher Sola et Meloy. Meloy ne comprend pas pourquoi Kiritsugu tente de le tuer. C'est là que Kiritsugu dit à Meloy qu'il ne ferait rien, mais que quelqu'un d'autre pourrait le faire. C'est là que Maya tire une dernière balle de sniper et achève froidement Meloy qui voulait une dernière fois être avec Sola. Il lui apprend d'ailleurs que si Meloy est mort, c'est parce qu'il lui restait des sorts de commandement et qu'il pouvait encore se remettre dans la partie. Sur cette tragédie, Saber en a plus qu'assez du comportement inhumain de Kiritsugu et compte bien lui dire en face. Même si Kiritsugu lui sort comme d'habitude le même discours, il faut parfois sacrifier des vies pour en sauver plus, Saber devine au fur et à mesure que dans le passé de Kiritsugu, quelqu'un qu'il considérait comme son héros et qui l'affectionnait tant l'a déçu au plus haut point et il lui a donné l'envie de tout haïr dans ce monde. Peu de temps avant la bataille du port, Kiritsugu s'installa avec Iris et Maya dans une vieille demeure japonaise appartenant auparavant à un couple de mages. La protection naturelle de la maison étant assez puissante, ils ont pu souffler un peu. Iris, quant à elle, traça à l'intérieur du hangar situé dans le jardin un cercle magique pour se régénérer, ne voulant inquiéter personne. Elle savait qu'elle n'avait plus beaucoup de temps et qu'elle avait du mal à s'accorder avec Avalon et qu'elle ne voulait inquiéter personne au passage. Sauf que Saber le remarqua. Kirei, quant à lui, découvrit après la bataille du port son père, Risei, assassiné à l'église, mais pourtant, fit comme à son naturel, resta de marbre face à cela. Il prit les derniers sorts de commandement de son père, que Meloy avait oublié de prendre, et s'en alla. De son côté, Iris et Saber demandent de rencontrer Kirei et Tokyomi pour une conversation qui scellerait la 4ème guerre du Graal. Après les massacres de Caster et le meurtre sanglant de Meloy, sa femme et Lancer, elle voulait une bataille propre entre Saber, Ryder et Archer, et elle juge que tous les participants étant éliminés de la guerre se retirent ou même quittent Fuyuki définitivement. Tokyomi acceptera ce marché en demandant à Kirei de se retirer. Sur ces mots, Kirei, encore instable, accepta sans broncher, mais développa de la haine envers Tokyomi qui le privait du seul moyen d'affronter Kiritsugu et d'avoir des réponses. Plus tard dans la soirée, Kirei faisait part de ses problèmes à Gilgamesh. Ce n'était pas leur première discussion, où Gilgamesh influença discrètement Kirei sur le fait que le vrai bonheur et la vérité doivent être acquis par la destruction, la supériorité et l'élimination de ceux qui empêchent les gens comme Kirei d'accéder au bonheur et aux réponses. Sur cette discussion, Kirei décida que maintenant il n'obéirait plus qu'à lui-même, et s'en va assassiner Tokyomi, qu'il ne l'a jamais aidé à savoir qui il était au fond. Plus tard, dans le bureau de Tokyomi, Kirei se présenta, son mentor voulant le féliciter d'avoir fini sa formation, en plus d'avoir survécu à la guerre du Graal, il décida de lui remettre une dague magique au vu qu'il ne quitte la guerre. Une fois de fausses larmes versées entre eux, Tokyomi ayant le dos tourné, Kirei en profita pour le poignarder dans le dos. Tokyomi mourut sur le coup. Gilgamesh, qui était rendu invisible dans le bureau, félicita Kirei pour son nouveau départ ainsi qu'à ses choix. Vu que Tokyomi était mort, Gilgamesh risquait de disparaître. Du coup, Kirei passa un nouveau contrat avec Gilgamesh pour le maintenir en vie. Il est temps de faire un bond dans le passé.
Nous plongeons une trentaine d'années en arrière dans le Pacifique. Kiritsugu était tout d'abord un enfant comme les autres, vivant sur l'île de Halimango avec son père. Nous n'avons pas connaissance de sa mère. Son père étant un mage pratiquant des expériences. Il possède une amie qu'il considère comme sa sœur du nom de Shirley. Kiritsugu est un enfant plutôt énergique, vif d'esprit et curieux. Toutefois, des difficultés se présentent à lui, comme le fait qu'il puisse être rejeté quelquefois à cause du fait qu'il soit un étranger et que son père pratique des expériences bizarres. Surtout vis-à-vis de l'église qui n'apprécie pas ceci. Toutefois, cela n'empêche pas de bien s'entendre avec les habitants. Plus tard, après une discussion avec Shirley, nous semblons voir qu'il développe des sentiments à l'égard de la jeune fille et semble rougir. Ce sera la dernière fois qu'il verra Shirley dans son état normal avant qu'elle ne devienne une apôtre de la mort. En effet, plus tard, le père de Kiritsugu lui interdit de sortir. Il attendra plus tard, en fin de journée, de sortir pour aller chercher son amie Shirley, qu'il découvrira en train de dévorer des poulets. Elle le suppliera de le tuer avant qu'elle ne devienne un monstre vampirique, ce qu'il ne fit pas. Et plus tard, encore, la quasi-totalité de l'île sera devenue un refuge d'apôtres de la mort semblable à des zombies vampires. Kiritsugu se réfugiera à l'église et verra ses compères se faire massacrer. Il se fera sauver par Natalia de justesse et elle lui expliquera brièvement la situation. Et le conflit entre mage et église, Kiritsugu prendra alors conscience des actes de son père et mentira à Natalia pour aller lui-même tuer son père. Au final, la quasi-totalité de l'île fut tuée par l'église et l'association des mages. Il ne reste comme seul survivant Kiritsugu. Shirley, quant à elle, s'est probablement fait tuer durant la purge. Natalia découvrira alors le talent de Kiritsugu et le prendra sous son aile durant des années jusqu'à la fin de son adolescence, où lors d'une de leurs nombreuses missions, elle se trouvera en difficulté et Kiritsugu n'aura pas d'autre choix que de la battre, elle et des centaines de passagers contaminés, pour sauver des innocents, entre parenthèses. Il aura développé tout au long de son apprentissage un désir de justice et une volonté de sauver le plus de monde possible, peu importe les moyens employés. Nous pouvons donc en déduire qu'avec les actes de son père, ainsi que la perte de son premier amour Shirley et le fait qu'il dut abattre son propre mentor, Kiritsugu développa une justice assez ambiguë, ne décidant que de tuer pour sauver de nombreuses vies, selon lui. De retour dans le présent, Kiritsugu et Iris se préparent mentalement à l'assaut final entre Ryder, Archer et Saber. Kariya, quant à lui, fut récupéré par Zuken et torturé à la cave car il ne rapportait aucun trophée de victoire. C'est là que Sakura se tient devant lui, lui faisant mine de la sauver, ce qui remotivera Kariya. Kiritsugu quant à lui partit avec Saber en patrouille. Mais, de retour à la base de Kiritsugu, un incident se produisit. Ryder réussit à percer la barrière de la maison et enlève Iris. Étant alerté, mais étant trop loin, Kiritsugu envoie grâce à un sort de commandement une téléportation instantanée de Saber directement sur les lieux de l'intrusion. Saber arrive trop tard, Ryder est parti avec Iris et a mortellement blessé Maya qui devait la protéger. Saber part à sa poursuite. Quand Kiritsugu arrive, il est déjà tard, et Maya, sur un dernier discours, décède dans les bras de Kiritsugu, ce qui déclenchera une folie furieuse. Toujours à la poursuite de Ryder, Saber ne comprend pas ses agissements qui ne sont pas, selon elle, dans ses habitudes. Capturer quelqu'un n'est pas de son acabit. Grâce à la moto que lui a offert Kiritsugu, Saber réussit à rattraper le char de Ryder et Weaver. Ryder ne comprend pas les agissements de Saber, il en déduit qu'elle cherche à se battre une dernière fois. S'ensuit une joute de montures qui mènera à la destruction du char de Ryder. Weaver demande pourquoi il n'utilisa pas son noble fantasme et Ryder répondit qu'il le gardait pour Archer. Au final, Saber comprit qu'elle s'était fait duper. En effet, le Ryder qui a enlevé Iris était Berserker déguisé en Ryder, l'un de ses nobles fantasmes. Kariya avait collaboré avec Kirei pour tendre un piège à Saber. Kirei avait promis que Kariya et Tokomi s'expliqueraient à l'amiable et aboutiraient sur un accord pour rendre Sakura au Tosaka. Kirei possédait le réceptacle du Saint Graal, et Kariya allait pouvoir avoir sa vengeance. Une fois que Kariya avait Tokyomi en face de lui à l'église Kotomine pour des explications, celui-ci trouva juste le cadavre de Tokyomi limite en décomposition. Il comprit que Kirei l'avait dupé et était pour autant affecté par la mort de son ancien ami. Mais le pire est à venir, Kirei avait prévenu Aoi que Tokyomi et Kariya voulaient lui parler. Vu sous son angle, Aoi pensa que Kariya avait assassiné Tokyomi. Mais de son côté, Kariya, ne sachant pas s'expliquer, péta un plomb et cria sur Aoi lui disant qu'il ne voulait que le bonheur de Sakura et de Rin et le sien. Aoi rejeta ses paroles lui disant qu'elle était très heureuse avec Tokyomi et que les choses allaient bien ainsi et qu'il n'était qu'un égoïste, ce qui s'avéra un peu vrai car il se mentait à lui-même. Il aimait Aoi en secret et était jaloux du succès de Tokyomi. On ne sait pas vraiment si Sakura était une excuse pour regagner la confiance de Aoi, mais on verra par la suite que ça l'était sincère.
Au final, dans un état de folie envers ce rejet, Kariya étrangla Aoi, la rendant handicapée. Génial. Kirei et Gilgamesh regardaient au loin la scène, se délectant de la souffrance des Kariya. Le grand-père de Weaver, quant à lui, motive Weaver à aller de l'avant. Même s'il est envoûté, il ne s'en rend pas compte. Il le considère comme son propre petit-fils. De son côté, Kiritsugu est embrouillé avec Saber sur le fait qu'elle n'a pas pu protéger Iris. Weaver utilise ses derniers sorts de commandement pour ordonner à Iskandar de gagner cette guerre et d'être le roi des conquérants jusqu'au bout et de vivre leurs rêves. C'est une façon de renforcer leur motivation pour la victoire. Ailleurs, Kirei et Gilgamesh complotent pour la suite des événements. Kirei a commencé la transformation de Iris en Graal. Iris, quant à elle, commence à devenir le Graal et commence à se faire corrompre par Ngramenu, contenu dans le Graal. La dernière nuit des derniers combats a sonné. Archer et Ryder se font face sur le pont de Fuyuki. Ryder, dans les instants avant le combat, faisa à Weaver son chevalier et l'ordonna de vivre. S'il aime tant son roi, alors il doit lui obéir et vivre. Weaver reste pétrifié à l'idée que Ryder meurt après toutes leurs aventures. Dans un élan de vaillance, Ryder fonce seul sur Archer. Il utilise son noble fantasme sur Gilgamesh et l'attaque avec toute son armée. Mais Gilgamesh utilise son deuxième noble fantasme et brise la réalité de Ryder, puis utilise Gate of Babylon pour stopper Ryder et le tuer. Gilgamesh fait preuve d'honneur face à la mort du roi des conquérants et Ryder exprime sa joie face au roi des héros en souriant. Sur ces derniers instants, Iskandar s'en va le sourire aux lèvres, ne disant qu'il s'était bien amusé. Gilgamesh va voir Weaver en pleurs et lui demande s'il compte l'affronter. Weaver reste franc avec Gilgamesh en lui disant qu'il va perdre et qu'il doit obéir à son roi. Sur ces paroles pleines de loyauté, Gilgamesh fait preuve de clémence et épargne Weaver et leur donne de vivre comme son roi l'a souhaité. Ailleurs, dans Fuyuki, Saber cherche toujours Iris. Mais Kariya, plus que fou, utilise ses dernières forces pour laisser Berserker se déchaîner sur Saber. Après un combat enragé, Saber réussit tant bien que mal à briser le masque de Berserker, et y retrouve son ancien compagnon de route, Lancelot du Lac. Avant que Iris se fasse enlever, Kiritsugu avait retiré Avalon de son corps sur la demande de Iris. Elle voulait qu'il puisse utiliser ses Axels au maximum face à Kirei. En allant à la salle des fêtes, lieu où se situe le rituel du Graal, Kiritsugu rencontre enfin son rival en combat face à face, Kirei Kotomine. De son côté, Saber réussit à vaincre Lancelot mais reste traumatisée et torturée. Elle venait de tuer la seule personne qui la connaissait vraiment dans cette guerre. Au final, Berserker fut libéré et murmure quelques mots avant de mourir. Kiritsugu arrivant trop tard, Iris devint le Graal. Il fut transporté à l'intérieur de celui-ci où la conscience d'Iris était fusionnée avec celle du Graal. Le Graal projetait des souvenirs de Amango et d'autres souvenirs douloureux de Kiritsugu. Une Iris corrompue par le Graal apparut devant Kiritsugu lui demandant d'exaucer leurs vœux et de vivre heureux, lui, elle et sa fille Elia. Mais que pour que le monde aille mieux, tuer tous les humains était nécessaire, et qu'ils étaient la cause de tous les malheurs. Une autre vision montrait à Kiritsugu sa fille et Iris heureux en Europe de l'Ouest, mais Kiritsugu comprit que Ngramenu avait corrompu Iris et le Graal. Il refoula leur demande et tua grâce à son Axel l'illusion de sa fille créée par le Graal. Mais le peu de conscience restante à Iris corrompue suffit à la faire souffrir sous les vues de l'assassinat de sa fille par celui qu'elle aimait. Kiritsugu, voyant que Iris était condamnée à être corrompue, il la tua ensuite, mais avant de mourir, le peu de conscience qui lui restait lui jeta toute sa haine, comme quoi il n'a pas tenu parole pour sa famille et pour sa fille, et qu'il y a le maudirait toute sa vie au-delà de la mort. De retour dans le monde réel, Kirei est inconscient. Saber arrive à la salle des fêtes et voit le Saint Graal. Après son choc psychologique avec Lancelot, elle n'a qu'une envie, réparer son passé grâce au Saint Graal. Gilgamesh est là aussi et compte bien aussi se battre contre les derniers survivants. Kiritsugu arrive juste à temps et ordonne à Saber d'utiliser son attaque anti-forteresse sur le Graal. Il utilise alors un sort de commandement car Saber refuse, ce qui lui attirera à Saber une haine démentielle à l'égard de Kiritsugu. Une fois le Graal détruit, Kiritsugu réalise que ce n'était que le Graal inférieur qu'il vient de faire détruire. Suite à cela, un immense cercle surgit du ciel et déverse sur la ville le contenu du Graal, une boue maléfique semblable à de la lave qui détruit tout aux alentours. Il recouvre également Arthur qui parvient néanmoins à se sortir de cette boue grâce à ses pouvoirs, obtenant un corps de chair et d'os à cette occasion. Et grâce au contrat passé avec Kirei, ce dernier reçoit un nouveau cœur de la part d'Ngramenu. Du coup, Kirei reste en vie. Kiritsugu, totalement affolé de la catastrophe qu'il vient de créer, cherche des survivants parmi les ruines autour de la salle des fêtes mais ne trouve que des corps carbonisés ou des personnes à moitié mortes qui sont sur le point de crever. C'est là qu'il se fait observer par Gilgamesh et par Kirei qui se réjouissent de son malheur et décident de le laisser en vie juste pour le voir souffrir.
De son côté, Kirei croit avoir trouvé la solution à tous les problèmes, c'est de tuer tout le monde. Gilgamesh, quant à lui, maintenant qu'il a envie, il va profiter de sa vie en tant qu'humain en attendant la prochaine guerre. En cherchant parmi les ruines, il retrouve un seul survivant, un petit garçon âgé à peine de 7 ans qui a les cheveux rouges. Vu que le conflit est terminé, Weaver pense qu'il devrait rendre la conscience à ces personnes qu'il a ensorcelées pour vivre chez eux. Vu que Iskandar n'est plus et qu'il a perdu, entre parenthèses on va dire la guerre, mais est toujours en vie, il ne pense qu'à une chose, c'est explorer le monde. Grâce à la motivation de Iskandar et de ses nouveaux grands-parents, il réussit à trouver la force à parcourir le monde ainsi qu'à se renforcer en tant que mage pour la tour de l'horloge. Il demandera d'ailleurs à ses grands-parents de rester un peu à Fuyuki pour s'entraîner un peu, puis ensuite partira à la découverte du monde. Peu de temps après, Kirei est de retour. Il est présent à l'enterrement de Tokyomi, ainsi qu'en présence de Rin et de Aoi. Rin, voulant se montrer forte, ne fait que remballer le pauvre Kirei, qui est d'ailleurs l'assassin de son père si vous l'avez oublié, face à Aoi qui est en fauteuil roulant et devenu handicapé moteur. Mais Kirei est un enfoiré et réussit quand même à faire pleurer Rin. Il lui donne d'ailleurs en cadeau une dague, attention, la dague qui a tué son père comme cadeau remerciement, et sourit comme un connard à la fin. Ailleurs dans Fuyuki, dans la cave des Matou, Kariya arrive à l'agonie. Il sait qu'il a perdu mais va quand même tenter de sortir Sakura de là. En marchant, il rêve qu'il réussit à sauver Sakura et la rend à Aoi et à sa sœur Rin. Et tout le monde l'acclame en héros. Mais soudain, il se réveille devant Sakura face à lui, dans les escaliers de la cave. Et dans un instant où il croit que tout va bien se finir, Sakura le pousse dans le vide. Et Kariya tombe la tête la première dans les verres de Zuken, ce qui donnera lieu à sa mort. Sur cette action, Sakura remonte les escaliers en disant que personne ne désobéit à grand-père Zuken. Au final, même si ça partait d'une bonne action, Kariya a rendu handicapé la mère de Rin et Sakura, et en plus, maintenant Sakura est dévouée entièrement corps et âme à Zuken. De son côté, le Graal a renvoyé Saber dans son passé pour qu'elle revive indéfiniment. Elle revit la dernière bataille là où elle est tombée. Elle se rappelle ce que lui avait murmuré dans le parking souterrain Lancelot avant de mourir. Il lui avait dit que ces hommes lui seraient toujours fidèles et qu'ils étaient morts pour elle. Ainsi que lui, il lui a pardonné de lui avoir volé Ygraine. Mais ça, c'est une autre histoire. Saber pourra-t-elle reposer en paix? 5 ans plus tard, un soir, Kiritsugu et Shiro ont une petite discussion entre père et fils de façon très indirecte. Kiritsugu repense à cette 4ème guerre du Graal qui était son dernier combat ainsi qu'à ses alliés et ses amis perdus. Il raconte à Shiro que quand il était petit, il voulait être un héros, mais que quand grandissant, les héros, c'est de plus en plus difficile à l'être. C'est pour ça qu'il aurait dû réaliser plus tôt que quand on veut être un héros, ce n'est que quand on est des petits. Mais Shiro répond que vu qu'il ne peut plus être un héros, vu que maintenant il est vieux, entre parenthèses, il va le devenir à sa place. Ah là là, après plus de 25 heures de montage, je vois enfin le bout du tunnel. Pour moi, cette série, c'est l'une des meilleures de l'univers de Fate. Je vous la conseille vraiment. Vous aurez remarqué que j'ai un peu plus développé le personnage de Saber vu que c'est le personnage principal de l'univers Fate. Et les autres persos principaux seront développés dans les épisodes qui arriveront. J'ai aussi volontairement non dévoilé certaines scènes qui pour moi doivent être découvertes par vous-même. Oui, je suis un troll, je sais, mais c'est mieux que vous le voyez certaines choses par vous-même, que vous-même vous ressentiez le « Oh putain, je m'y attendais pas ». Si vous comptez regarder les séries Fate, ne faites pas gaffe, matez Fate Stay Night avant ou après Fate Zero, ça change absolument rien. C'est juste que pour les anciens, il y avait eu Fate 2006, puis ensuite Unlimited Blade Works le film, puis Zero. Du coup, il y avait eu une seconde vie à la série selon eux. Après, pour les derniers, les petits genoux qui viennent d'arriver, une préquelle, c'est toujours mieux pour comprendre, du coup, on pige un peu mieux quand on commence à partir de maintenant les séries Fate. Ensuite, je prévois de faire pour la suite, donc ça c'est le programme de l'année, du futur, je prévois de faire la route Fate Stay Night 2006 pour l'épisode 2, pour l'épisode 3, la route Fate Stay Night Unlimited Blade Works. Et dans 2 mois, il y a Fate Apocrypha qui se finit, du coup je compte aussi m'en charger également pour l'épisode 4, la série alternative. Ensuite, pour la route Evansfield, j'attends que les 3 films soient sortis en 2018 pour les faire, à part si un film mérite un épisode à lui tout seul, puisqu'il dure quand même 2 heures, donc du coup il y a assez d'infos. Ensuite, pour Fate Grand Order, c'est un bordel pas possible, car il y a 2 ou 3 films par année, et il prévoit d'en faire 6 ou 8. Donc je vais pas attendre 2020 pour faire ces épisodes, donc si j'ai le temps, je ferai aussi un épisode par film. Et pour Fate Kaleid, Ilia, Prisma, machin chose,
J'ai commencé à regarder la série, mais même si c'est du Magica Girl, je suis un peu sceptique, donc c'est pas vraiment ma priorité. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager ou à donner vos avis dans les commentaires ou à me dire si j'oublie quelque chose ou me proposer des idées. C'était Tizo, maintenant il est temps que j'aille crever. Après 25 heures de montage.